Et si je dis merci, c'est parce que l'opportunité est grande. Je vais m'arrêter là. Je voudrais aller donc tenter de répondre aux questions. La première question, c'est celle relative au plan de pérennisation pour une meilleure mobilisation des ressources. C'est la question de l'honorable Umberto. Toutes les actions qui sont menées sont possibles grâce à deux sources de financement. Il y a deux ressources de financement. Il y a les ressources externes et les ressources internes. Mais ces dernières années, suite au compte-rendu que la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a fait à son Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a de nouvelles dispositions qui sont prises. Depuis 2018, le chef de l'État a pris l'engagement en inscrivant une ligne spéciale au niveau du programme d'assistance aux personnes vulnérables. Je voudrais rappeler que sur instruction du chef de l'État, il y a un programme d'assistance aux personnes vulnérables qui est créé et logé à la présidence de la République. Je dis bien à la présidence de la République, sous l'œil vigilant du chef de l'État. Et suite au compte rendu de la ministre en charge de l'action sociale, le chef de l'État a demandé d'inscrire une ligne spéciale pour l'appui à la prise en charge des personnes déplacées. Et cette ligne, je vais vous donner le montant, ça fait 250 millions par an. Et automatiquement, l'année dernière, le chef de l'État a ordonné que ce montant soit automatiquement débloqué. Et c'est ce qui a été fait pour la prise en charge des personnes déplacées dans leur ensemble. Et chaque année, désormais, cette ligne existe et c'est aussi une action de pérennisation. Le chef de l'État a dit qu'on ne peut pas toujours tendre la main, et si on tend la main et que le partenaire ne donne pas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a également des lignes budgétaires au niveau du ministère des Finances. Mais c'est en dehors de ces lignes dont le déblocage risque d'être lourd que le chef de l'État a pris la décision de loger cette ligne, une autre ligne additionnelle au niveau de la présidence de la République. Je dis bien, ça fait 250 millions par an. CFA. Et pour des actions de pérennisation également, je voudrais souligner ici, sous le contrôle des honorables qui sont avec nous ici, qu'il y a un ministère également chargé du développement à la base, qui appuie à tous les niveaux les populations vulnérables, les jeunes, pour éviter, peut-être si on doit prendre en compte la redéfinition que un des honorables a demandé, il demande de revoir la notion de personnes déplacées, c'est-à-dire avec la question de l'exode rural, si je peux m'exprimer ainsi. Donc pour bloquer le problème en amont, le chef de l'État a pris des mesures afin qu'il y ait un ministère du développement à la base. Ce ministère est chargé d'appuyer les jeunes pour éviter la question du chômage. Et depuis la création de ce ministère, la question, je ne peux pas ici dire, et je le dis, c'est sous le contrôle des honorables. Je ne peux pas dire que la question est le problème est totalement résolu, mais la question d'exode, sincèrement, est réduite. Monsieur le Président,
L'honorable Yambali, vous m'excusez de la prononciation de son nom, il a parlé de comment nous gérons les actions mixtes. Je crois que le professeur qui a fait la deuxième communication va se prononcer là-dessus. Ce sont des actions pour éviter, comme il a dit, les traîtres. L'honorable Anne-Marie a parlé de la mobilisation. Aujourd'hui, la mobilisation est très conséquente. Cette mobilisation, c'est à tous les niveaux. Quand nous prenons le plus haut niveau, les instructions ont été données au ministère de l'Agriculture, qui est en train d'étudier dans un comité mixte la possibilité d'engager le pays dans une assurance au plan international. Cette assurance permet, le pays va régulièrement payer sa part, et quand il y a une situation de catastrophe, qu'elle soit anthropique ou naturelle, donc cette assurance va rapidement débloquer les fonds pour aider le pays. Donc c'est en étude. Ce n'est pas encore officiel, mais c'est en étude, et très bientôt les résultats seront portés à l'appréciation de son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'honorable Sankara nous demande de donner un certain nombre de statistiques. Je voudrais ici saluer la présence de Madame la représentante du HCR qui va nous aider à donner certaines précisions. Une autre question, c'est de savoir si les réfugiés vont devenir des citoyens togolais. Je voudrais pour cela, très rapidement, le président l'a dit, aller après la remarque à la recherche des solutions durables. J'avais souligné que dans le cadre de la recherche des solutions durables, le gouvernement a initié avec ses partenaires, c'est-à-dire les autres pays d'origine des réfugiés et le HCR, un cadre de discussion. Il s'agit d'une part du cadre tripartite mis sur pied à travers un accord tripartite avec les pays d'origine et le HCR qui permet de rapatrier les bonnes volontés et de rapatrier les réfugiés dans de bonnes conditions, bien sûr. Mais en outre, ce que j'avais souligné, c'est qu'il y a un groupe de travail qui réunit quelques acteurs gouvernementaux et le HCR. Ce groupe est mis en place pour réfléchir aux meilleurs moyens de réaliser l'intégration locale. Je dis bien l'intégration locale sur le plan juridique et sur le plan socio-économique. Je pense que ceci dit pratiquement tout. Donc, s'agissant de l'intégration locale, le gouvernement a, en collaboration déjà avec le HCR, organisé un forum. Donc, c'est une préoccupation au haut niveau. Donc, un forum national a été organisé sur la recherche de solutions durables pour les réfugiés, dont les recommandations de ce forum sont en train d'être mises en œuvre. Au titre de ces recommandations, il y a cette question d'étudier pour savoir qu'est-ce qu'on fait des réfugiés qui sont là. Je parle sous contrôle des honorables qui sont ici. Le Togo est totalement engagé à faire en sorte que les réfugiés trouvent, la question des réfugiés trouve une solution dans notre pays. Bon, donc, d'une manière générale, j'ai ramassé, il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Pour ne pas monopoliser la parole, je voudrais que si le professeur peut
aider à davantage répondre. Encore une fois, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Bien, merci, Monsieur le Président. Je tiens vraiment à vous dire merci, parce que la plupart des interventions étaient des contributions. Et nous en tiendrons compte de vos contributions. Évidemment, avant toute action, nous menons un plan d'action. Par exemple, quand on prend le retour des réfugiés, le gouvernement, en collaboration avec le HCR et d'autres partenaires, avait élaboré un plan pour assurer le retour correct de ces réfugiés et leur réinsertion. Ensuite, il y a Madame qui a demandé, disons, les statistiques des 13 000 réfugiés dont a parlé notre ami. En effet, c'est vrai, la coordinatrice nationale des réfugiés est absente. Et vous avez remarqué que c'est environ 9 000 qui se trouvent dans Dangpen. Et les 9 000, en réalité, c'est des réfugiés de longue date qui sont presque intégrés localement, qui mènent vraiment des activités. Et les 2900 restants qui sont dans Lomé, le plus gros contingent, c'est les Ivoiriens qui n'ont pas encore opté pour leur rapatriement volontaire qui a suivi après les accords tripartites entre notre pays, l'UHCR et la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est le plus gros contingent. Le reste, c'est de 15 ou 20 personnes par pays. C'est vrai, nous n'avons pas les chiffres exacts ici pour vous les donner. En ce qui concerne les AGR, j'ai dit que lorsque nous rapatrions les réfugiés togolais, ils ont d'abord une assistance financière, ils ont une assistance matérielle, ils ont une assistance alimentaire qui leur permettait de vivre pendant au moins 6 mois. Et ensuite, pour pérenniser leur action, nous nous sommes dit qu'il faut créer des activités génératrices de revenus, puisque la plupart de ces rapatriés étaient sans emploi ou sans activité formelle avant leur départ. Que faire en ce moment? C'est là où nous nous sommes dit, quand les comités d'accueil ont réfléchi, ils ont obtenu que pour éviter des sabotages de tout genre, si nous voulons faire un groupement de 20 personnes, les 2 tiers seraient les rapatriés et 1 tiers les populations qui sont aussi dans la même localité. Et en ce moment, tout le monde va surveiller tout le monde pour éviter des sabotages. Parce que, vous savez, le vandalisme, il est là toujours. Un jeune peut dire, ben écoutez, c'est pas parce que moi je n'ai pas fui qu'on ne m'aide pas. Et ce jeune peut la nuit aller saboter tout ce qu'on a mis en place. C'est pour cette raison qu'on les a associés. En ce qui concerne, par exemple, qui finance nos constructions, évidemment, c'est l'État, c'est les ressources internes. Mais comment nous les avons obtenues au début? Lorsque le gouvernement avait mis les moyens pour que nous rapatrions, à un moment donné, le HCR a signé les accords avec nous. Et le HCR a relayé certains financements et le reliquat qu'on avait, nous avons bloqué ça. Et lorsqu'il y a des situations de reconstruction, c'est dans ces reliquats-là que nous puisons. Et de plus, l'État octroie chaque année une modeste somme avec laquelle nous essayons de regarder les plus vulnérables, les plus démunis, qui n'ont personne, et nous les appuyons. C'est pourquoi nous disons, le cas d'un village qu'on devait déplacer, nous n'avons pu déplacer que la moitié de ces villageois. Ce sont 5 ménages et on a pu construire seulement 32 maisons. Il nous reste encore 33 à construire. Nous sommes en train donc de chercher les moyens pour cela. Donc c'est dire que
la plupart des reconstructions que nous faisons, c'est des interventions de l'État. C'est vrai qu'il y a eu les accords de Kampala pour que le HCR aussi s'intéresse aux déplacés internes. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore bénéficié des appuis du HCR pour la reconstruction des maisons des vulnérables. Donc, voilà ce que je peux peut-être donner comme information. Et je crois que mon ami a déjà presque tout dit. Nous tenons une fois encore à vous remercier et nous pensons sincèrement que, comme vous l'avez dit, le fait de rattacher directement le Haut Commissariat à la présidence nous a facilité. Parce qu'on n'a pas besoin d'intermédiaires. Lorsqu'il y a une situation, je saute même aller vérifier avant de rendre compte au chef de l'État. Maintenant, les sources d'information. Vous savez, aujourd'hui, rien ne peut se passer dans un coin pour que 30 minutes après, les autres ne soient pas informés. Donc, très rapidement et surtout, les plus hautes autorités qui ont évidemment des renseignements sur toute l'étendue du territoire, lorsqu'il y a une situation de catastrophe, l'information parvient rapidement aux plus hautes autorités. Nous aussi, nous avons nos éléments qui sont un peu partout, qui nous informent, et rapidement, le gouvernement prend, en tout cas, prend sur lui la responsabilité de secourir en urgence, et nous venons après pour faire des enquêtes, pour savoir si ça mérite des appuis complémentaires après les secours d'urgence. Voilà, mesdames, messieurs les honorables, une fois encore, merci pour l'intérêt que vous avez porté à notre communication. Je vous remercie. Pour le nombre d'Ivoiriens qui restent aujourd'hui, à la dernière vérification faite en septembre 2018, il y a sur les Ivoiriens, les 8000, il y a 1793 qui sont toujours au Togo. 1793, à la dernière vérification de 2018. 1793. Vous voulez les statistiques pour toutes les nationalités vous seront distribuées avant la fin de la journée. La même chose pour ceux qui ont été insérés ont eu d'emploi. Ces statistiques vont vous être distribuées avant la fin de la journée. Maintenant, je voulais revenir un peu sur un aspect de la présentation. Je crois qu'il y avait une petite nuance à relever. C'est au sujet des déplacés internes. Au fait, dans la présentation, les Konkomba et les Tchokosi dont on parlait, c'est plutôt des Ghanéens. Le conflit a eu lieu au Ghana et il y a eu des déplacés de la frontière du Ghana vers le Togo. Ce n'est pas les Konkomba et Tchokosi et Togolais qui se sont affrontés suite au conflit foncier. C'est des Ghanéens. La situation s'est créée au Ghana. On en avait eu en juin 2018 et la nuit du 31 décembre au 1er janvier, le Togo a accueilli plus de 19 000 qui venaient du Ghana, qui se sont installés dans 3 préfectures. Mais en une semaine, la majorité est repartie, 15 000 sont repartis. Il restait à peu près 6 000 qui sont restés jusqu'au mois de mars. Et actuellement, les dernières statistiques que la NPC, l'Agence nationale de protection civile, a partagées avec nous, lors d'une vérification il y a 3 semaines, ils doivent être moins de 3 000 qui restent dans la préfecture de Dankben aujourd'hui. C'est des Ghanéens. Ce sont des Ghanéens. Merci. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation. À cette discussion extrêmement importante de haut niveau au niveau du Parlement de la CEDEAO. S'il vous plaît, rapprochez-vous du micro et parlez un peu fort. Et surtout, de nous donner l'opportunité de partager avec vous l'appui que nous donnons aux États membres de la CEDEAO dans la gestion des questions humanitaires. Je voudrais préciser que hier, leurs honorables avaient demandé de recevoir les détails statistiques des populations réfugiées. Ceci a été fait et je pense que le secrétariat est en train d'imprimer les documents
qui vont permettre évidemment de voir la cartographie globale de la population réfugiée dans la sous-région. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir les détails en termes de genre et d'âge, mais nous allons travailler sur cet aspect également. La situation de la crise humanitaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest se présente de la manière suivante. Beaucoup d'entre vous ont déjà décrit cette situation depuis hier. Nous voulons juste rappeler que la plupart des conflits ont été générés, la situation humanitaire a été générée par des conflits armés, mais aussi, comme beaucoup d'entre vous ont dit aujourd'hui, le conflit intercommunautaire qu'on a observé dans la plupart des pays. Il y a aussi l'insécurité généralisée par le fait de la présence de groupes armés, notamment au sein de l'État du Mali, et la situation s'est étendue au niveau des pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Niger. Et au niveau du Nigeria, la crise nigérienne a également touché des pays voisins, pas seulement dans l'espace CEDEAO, mais un peu au-delà pour toucher l'espace CEMAC. Et à ce fait, on n'oubliera pas de mentionner par exemple le Niger qui a été touché, le Cameroun et le Tchad qui sont en Afrique centrale. Ce qui ferait appel donc, comme vous l'avez déjà évoqué, à avoir une approche globale de la situation au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais la situation aujourd'hui exige que la réflexion soit menée au-delà de l'espace CEDEAO pour englober la situation continentale, comme évoquait une des honorables, pour que la problématique soit vue de façon très globale. L'autre chose aussi à mentionner est que la situation de la crise au niveau du Mali est en train d'affecter des pays voisins et particulièrement le Burkina Faso, qui déjà dans sa partie nord, nord-sud et nord-ouest est en train d'être affecté par la présence de groupes armés et de conflits intercommunautaires. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir si cette extension risque de ne pas aller au-delà de Burkina Faso, parce que déjà le Ghana a été touché avec la présence des réfugiés de Burkina Faso dans ce pays. Et vu la proximité de Burkina Faso avec la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger, le Togo, le Bénin, je pense que nous sommes en droit de nous poser la question de voir si l'approche globale que vous suggérez ici ne serait pas envisagée pour faciliter évidemment une résolution complète du problème humanitaire et reprendre la voie du développement. Il serait également important de rappeler que le HCR et les organisations humanitaires interviennent dans les États sur leurs demandes, mais ils viennent en appui aux États. Pour le HCR, un mandat lui a été confié sur les réfugiés, ce que nous essayons de faire avec tous les États. Mais en plus de cela, il est important de mentionner qu'il y a une responsabilité partagée dans le cadre de la réforme humanitaire qui donne également la possibilité au HCR d'intervenir sur 3 secteurs importants: la protection, la gestion et la coordination des camps et les abris d'urgence lorsqu'il s'agit de la problématique des déplacés internes, telle que nous avons évoqué depuis hier. Un autre aspect également important à mentionner, c'est que le HCR intervient sur la problématique liée au risque d'apatridie. Le risque d'apatridie est lié au fait qu'avec le mouvement de population et aussi les systèmes de fonctionnement de l'état civil dans les différents pays, tout le monde n'arrive pas à se faire documenter afin de bénéficier de la protection de son état et au risque d'exposer ces populations sans documentation, notamment les enfants, au risque de ne pas avoir la nationalité ou d'être rejeté à la frontière d'un état. Le HCR travaille également sur cette question et il y a des actions importantes qui ont déjà été prises au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est le pays qui fait face à cette grosse problématique d'apatridie, mais aussi dans certains pays tels que le Mali. En termes de population
qui relève du mandat ou de la responsabilité du HCR dans la région de l'Afrique de l'Ouest, nous dirons que globalement, il y a 4 841 437 personnes qui sont affectées par des crises en Afrique de l'Ouest et qui sont des réfugiés ou des déplacés internes, mais aussi la sous-région reçoit des réfugiés provenant d'autres pays et ils ont trouvé refuge sur l'espace. La plus grande majorité de ces populations, des 4 800 000, est constituée des personnes déplacées internes et on les estime aujourd'hui à 2 45 698 pour l'espace de la CEDEAO. Ils sont suivis également des personnes déplacées qui sont retournées, qui sont au nombre de 1 720 099. Et nous avons également des réfugiés qui sont dans l'espace. Ils sont au nombre de 302 454. Nous avons des demandeurs d'asile qui sont au nombre de 6 036. Nous avons des personnes à risque d'apatridie, comme je le disais tout à l'heure, qui sont 674 000. Et nous avons des réfugiés qui sont retournés dans leur pays. Et ça, encore, c'est dans l'espace CEDEAO. Ils sont au nombre de 80 650. Tout ça, c'est pour dire que la problématique est assez importante, grande, en termes de nombre de populations affectées, les 4 800 000. Mais en même temps, il y a des efforts pour la recherche de solutions aux problèmes de ces personnes avec le retour des personnes déplacées et des réfugiés. Le HCR travaille avec des directives stratégiques et pour les sujets qui intéressent la discussion du Parlement de la CEDEAO, le HCR travaille avec des directives sur la santé. Le HCR travaille également avec des directives sur l'abri et l'installation des réfugiés dans les camps. Ces documents ont été partagés avec le secrétariat et seront distribués pour votre lecture. Les objectifs stratégiques globaux retenus par le HCR pour les opérations en Afrique de l'Ouest concernent donc le renforcement de l'accès à la protection des populations affectées, parce que ça c'est un des problèmes aujourd'hui, où les populations ne peuvent pas jouir librement de mouvement, d'une liberté de mouvement. Les populations sont exposées au risque de cas de meurtre. On a vu tout ce qui vient de se passer au niveau du Mali et du Nigeria, et pas plus longtemps qu'hier, nous avons encore appris qu'il y a eu des cas de meurtre. Il y a des problèmes liés donc à la protection des enfants, des femmes, dans le contexte actuel, et vous avez mentionné ici qu'il y a des problématiques de conflits intercommunautaires. Donc tout cela a besoin d'un mécanisme soutenu de protection pour faciliter donc l'accès de la population à ces mécanismes-là. L'autre objectif stratégique touche donc à la protection des personnes à risque, pour lesquelles il faut mettre en place des actions, pas seulement de réponse, mais une action préventive qui permet d'éviter que la situation qui se dégrade au niveau des différents pays puisse affecter ces populations. L'autre directive stratégique qui est beaucoup plus liée aux questions des déplacés, mais aussi des réfugiés, est la recherche d'une solution globale. Comme vous le savez, beaucoup des pays de la CEDEAO ont pris part à la déclaration de New York en 2016. Ils ont pris part également l'année dernière, en décembre, sur l'adoption d'un pacte global sur la gestion des réfugiés et des personnes déplacées. Et maintenant, ces pays sont en train de travailler, y compris au niveau de l'Afrique de l'Ouest et les autres membres de la communauté internationale, pour un forum mondial qui se prépare d'ici à décembre 2019 pour essayer de prendre des engagements, que ce soit au niveau des actions, comme vous êtes en train de le soulever depuis hier, pour ce qui concerne la CEDEAO, qu'au niveau de la recherche des moyens, lesquels moyens doivent permettre à la CEDEAO de pouvoir répondre efficacement aux problèmes des réfugiés. Et enfin, l'autre directive stratégique est de voir comment soutenir les États membres de la CEDEAO à bien gérer le mécanisme de l'état civil
et de l'identification à travers la production des cartes d'identité aux ressortissants des pays membres de la CEDEAO, mais aussi de garantir le droit à la nationalité à chacun des citoyens de l'espace CEDEAO. Cette approche de documentation doit aller au-delà, évidemment, pour toucher les réfugiés qui vivent sur l'espace. Et le cas du Togo, tel que ça a été mentionné ce matin, montre déjà à suffisance à quel point ceci constitue une préoccupation également pour beaucoup d'États membres de l'espace CEDEAO. Il y a des défis importants qui touchent donc la crise humanitaire dans l'espace. On a mentionné la situation du Mali et du Nigeria, qui aujourd'hui sont caractérisés par ce qu'on appelle maintenant de plus en plus l'extrémisme violent, vu la façon dont les violences sont commises contre les populations civiles et qui nécessitent une action tant au niveau politique, social, économique, mais aussi militaire, avec l'engagement du G5 Sahel. Les problèmes, je voudrais citer quelques-uns, qui touchent presque à l'ensemble des États. L'insécurité est de plus en plus grandissante et constitue une menace en ce moment dans l'espace CEDEAO. Et cela touche au Mali. On a vu déjà le Burkina Faso est en train d'être affecté, ainsi que le Nigeria. Le Niger également est affecté, notamment dans sa partie sud, avec la problématique Boko Haram, mais aussi dans la partie nord avec la crise au niveau du Mali. Nous l'avons déjà dit que cette même problématique va au-delà parce que la situation, par exemple, au niveau du Nigeria a touché 2 pays au niveau de l'Afrique centrale, mais la crise des anglophones au niveau du Cameroun a également affecté le Nigeria. Donc, ces risques de menaces terroristes et l'insécurité volatile est en train, pas seulement de toucher vraiment les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais ça va au-delà, ce qui, comme vous l'avez dit, peut-être nécessite une action globale. La criminalité et aussi les tensions intercommunautaires, qui étaient à un moment donné limitées à quelques pays tels que le Mali et le Nigeria, s'étend également aujourd'hui au niveau du Burkina Faso et du Niger, parce que les dernières crises ont montré que les communautés commencent à ne plus s'entendre. Par exemple, pour les pays qui n'avaient pas été touchés il y a quelques années par la crise qui secoue l'Afrique de l'Ouest. L'autre aspect également, c'est les risques de protection auxquels font face les populations, les violations de droits, de l'intégrité physique, les déplacements qui caractérisent aujourd'hui la crise et qui s'étend également à l'ensemble de ces pays, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria et le Niger. La limitation d'accès pour la fourniture de services. Et cette limitation d'accès empêche aujourd'hui, dans certains pays, soit le gouvernement, de pouvoir avoir accès sur une partie de leur territoire pour pouvoir garantir la sécurité et la fourniture de services, mais ça empêche même aujourd'hui les acteurs humanitaires de pouvoir donner leur appui aux autorités pour pouvoir fournir les services nécessaires. Donc, cette question également est en discussion en ce moment entre le HCR et les États qui sont concernés, et peut-être que d'ici septembre, il y aura les mêmes initiatives telles que celle qui a été organisée au niveau du Nigeria en janvier dernier pour essayer de débattre la problématique de la protection des populations, de l'accès humanitaire et de l'extrémisme violent qui caractérise ces 2 crises du Mali et du Niger et qui s'étend malheureusement aujourd'hui au Burkina Faso. La question d'abri et d'autres services tels que eau et assainissement se pose aujourd'hui dans le contexte de la crise humanitaire. Certains l'ont dit hier, par exemple, le Togo a caractérisé la crise ici étant affectée en partie par la catastrophe naturelle. Nous avons également écouté aujourd'hui avec le Togo. Hier, c'était avec un autre État. Cette situation également aujourd'hui empêche à ce que nous puissions mettre en place des infrastructures nécessaires, des services de base
pour faciliter par exemple le développement de l'agriculture, pour résoudre le problème global de sécurité alimentaire, ni de fournir de l'eau pour un soin de qualité ou la consommation à la population. Nous reviendrons sur la question spécifique de l'abri quand nous allons aborder cela. L'éducation également pose problème. La problématique d'éducation est beaucoup plus liée à la destruction des infrastructures, mais aussi évidemment cette destruction qui empêche aux enfants d'avoir des infrastructures capables de les absorber. La présence d'autres moyens tels que les enseignants et tout pour pouvoir fournir une éducation de qualité à cause de l'insécurité qui est grandissante et l'impossibilité, soit pour les États ou pour les acteurs qui viennent en appui, de pouvoir fournir évidemment un appui adéquat dans la remise en place de ces infrastructures ou la construction des infrastructures additionnelles. Et nous voulons donc terminer sur deux autres points, la problématique déjà chronique de violence sexuelle qui est en train aussi d'affecter les filles et les femmes dans le contexte de la crise actuelle. On a vu au niveau du Nigeria comment que beaucoup de filles ont été prises en otage. On a vu dans d'autres crises, par exemple au Mali, comment que des cas de viol sont parfois même utilisés comme armes de guerre pour essayer de décourager la population. Revenons sur la question spécifique qui intéresse notre domaine d'intervention dans cette rencontre. Je vais aborder la question relative donc à l'accueil et puis l'installation des réfugiés, la construction des abris. Mais j'ai à côté de moi ma collègue Dr Ada, qui est responsable régional en matière de santé, qui va essayer de vous expliquer un peu plus davantage comment est-ce que le système d'appui santé fonctionne dans la région. Pour ce qui concerne l'abri, honorable député, le HCR a une stratégie globale qui vise l'installation, parce que quand les réfugiés ou les déplacés internes arrivent, la première étape, c'est de pouvoir les installer. Il faut des normes pour cette installation. Ensuite, il faut leur donner des abris. Cette intervention doit prendre en compte le contexte et le type d'opération. Le contexte est que nous pouvons avoir des réfugiés qui sont des réfugiés urbains, qui vivent dans les villes telles que Lomé ou d'autres grandes villes au sein d'un État. Et nous avons la situation rurale pour des réfugiés qui arrivent souvent en masse, mais ne restent pas dans les grandes villes, mais qui sont obligés évidemment d'être installés dans les zones rurales. Et donc les interventions ne sont pas les mêmes lorsqu'il s'agit de leur fournir par exemple l'abri ou de les aider à s'installer. Dans un milieu urbain tel que Lomé, qui déjà est une ville organisée avec des normes établies par l'État, les mécanismes d'installation dépendent beaucoup plus de la politique de chaque État, des mesures qui sont prises par les États pour l'accueil et l'installation des populations. Et dans cet environnement, la plus grande difficulté est que on ne peut pas construire des sites ou des camps, d'où nécessité évidemment de trouver des moyens de logement, au risque de voir des réfugiés se retrouver dans des quartiers où ils vont augmenter le nombre de la population et peut-être rendre les conditions de vie d'assainissement assez difficiles. Et pour cela, souvent, ce qu'il faut faire, c'est de procéder à des locations de maisons. Et qui dit location de maison dit ressources nécessaires pour assurer cette location. Ce qui rend le plus souvent extrêmement difficile la gestion des cas urbains dans le contexte des réfugiés. Pour les déplacés internes, le plus souvent, c'est la situation de contexte rural qui s'applique parce qu'ils se déplacent en grand nombre, mais il arrive également que pour diverses raisons, un bon nombre de personnes déplacées internes à l'intérieur de leur propre pays choisissent de s'installer dans des villes pour diverses raisons, parfois pour des raisons d'éducation pour les enfants, parfois des raisons de santé, parfois des raisons d'emploi, surtout pour les populations qui ont la capacité d'exercer quelques types d'activités professionnelles. Sur le plan du contexte opérationnel, les approches
d'abri pour les réfugiés dépendent soit de la phase d'urgence où il y a un afflux, où les populations sont en train d'arriver et qu'il faudrait les accueillir et les installer plus rapidement, ou lorsque les réfugiés ou les déplacés internes sont restés déjà pendant quelques temps, 6 mois, 1 année, 2 années, où on ne peut plus continuer d'adopter l'approche d'installation d'urgence et des abris d'urgence. Dans le contexte des abris d'urgence, le HCR et même les autres partenaires qui interviennent dans le même domaine lorsqu'il s'agit des déplacés internes adoptent l'approche de la mise en place d'abord avec l'aval des autorités, l'espace capable d'accueillir le nombre de personnes qui arrivent soit en tant que personnes déplacées internes, soit en tant que réfugiés. Donc, dépendant du nombre, les autorités peuvent déterminer l'espace qui peuvent les accueillir et à partir de ce moment, les acteurs, y compris le HCR, peuvent mettre en place les infrastructures qui sont requises au niveau de la santé, au niveau de l'assainissement, au niveau de l'eau, pour pouvoir évidemment abriter ces personnes. Dans le domaine de l'abri, dans cette phase d'urgence, ce qui est fait, c'est la mise en place soit des hangars. Et ces hangars permettent de recevoir très rapidement un grand nombre de populations parce que la construction des abris peut prendre du temps. Si les moyens le permettent, on peut aussi faire venir des tentes et ces tentes vont servir donc à l'accueil des familles alors que les hangars sont destinés à accueillir un nombre de personnes sans distinction de la composition familiale. Il arrive aussi parfois où nous essayons d'ériger quelques abris d'urgence, mais toujours avec des bâches, pour pouvoir accueillir très rapidement les populations avant d'envisager les phases d'installation. Le problème lié pour ce type d'abri dans la phase d'urgence est que ce sont les bâches qui sont utilisées et ces bâches, quelquefois ça coûte excessivement cher, mais ces bâches ne sont pas des matériels qui peuvent durer dans le temps. La durée de vie d'une bâche est de maximum 6 mois. Parfois 3 mois, dépendant du contexte géographique et des intempéries. Si nous nous trouvons dans une zone où la pluviométrie est trop élevée, la pluie peut détruire facilement les bâches en quelques semaines. Mais aussi dans des zones où, par exemple le Sahel, où il fait extrêmement chaud, c'est le cas par exemple de Difa, c'est le cas aussi du Nord Mali, Gao, Tombouctou, où l'appui aux populations déplacées et réfugiées dans ces zones, en utilisant des bâches, nous oblige à considérer le remplacement de ces bâches après 3 mois ou après 6 mois. L'autre aspect également considéré qui peut avoir un impact sur la santé, c'est que les bâches peuvent développer une chaleur qui ne permet pas, par exemple, à un bébé ou à une femme enceinte de pouvoir trouver un abri décent. Donc ça expose ces femmes, ça expose ces enfants. Et lorsque nous parlons du contexte du Sahel, où il y a très peu d'arbres pour créer une végétation contribuant à protéger la population, les populations qui bénéficient des bâches sont très, très exposées. Donc voilà un peu la problématique dans le contexte de l'urgence et c'est ce que nous essayons de faire, mais avec les conséquences. Souvent, il arrive que nous ne pouvons pas renouveler les bâches parce qu'elles coûtent excessivement cher et que les fonds ne sont pas suffisants. Nous allons revenir sur les moyens. Donc voilà un peu ce qui se passe dans le contexte de l'urgence. Dans le domaine de l'installation, lorsque les réfugiés deviennent des réfugiés de longue durée, ce qui est la plupart des situations dans les pays concernés, il faudrait prendre maintenant l'approche de ce que nous appelons les abris de transition. Ces abris de transition, on a vu quelques exemples présentés par exemple par les autorités togolaises dans le contexte de la catastrophe naturelle. C'est la même approche que nous essayons d'adopter au niveau du HCR pour fournir soit juste le matériel ou les matériaux aux populations qui sont encore capables de construire
par elles-mêmes afin de pouvoir construire leurs propres abris. Et les acteurs humanitaires, y compris le HCR, se focalisent sur les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les enfants séparés non accompagnés ou les personnes handicapées qui n'ont pas la capacité de pouvoir construire par elles-mêmes. Donc c'est l'approche que nous essayons d'adopter. Cette approche aussi, qui en fait essaie de corriger un peu la situation pendant l'urgence, peut avoir des limites, des difficultés liées aux ressources. Parce que le coût des matériaux varie d'un pays à l'autre, parce que le niveau de vie n'est pas le même dans les différents pays. Le HCR essaie de couvrir l'ensemble des besoins pour ce qui concerne les réfugiés. Comme je dis, il y a un mandat spécifique assigné par les États au HCR sur la problématique des réfugiés. Mais pour ce qui concerne les déplacés internes, c'est une approche de responsabilité partagée. C'est que le HCR n'a pas le mandat, mais le HCR doit travailler avec les autres organisations pour pouvoir rassembler les ressources nécessaires à répondre à la problématique de logement des personnes déplacées internes. Vous constaterez souvent que beaucoup de personnes déplacées internes utilisent des édifices publics tels que les écoles, les centres de santé abandonnés ou d'autres infrastructures pour s'abriter. Pour la simple raison que l'ensemble de la communauté humanitaire qui intervient en appui aux États qui ont fait face à la problématique ne dispose pas des ressources nécessaires pour pouvoir répondre à la problématique des personnes déplacées internes. Donc voilà comment la situation se présente dans ce domaine d'abri et de l'installation. Et donc cela aussi soulève la contrainte de la qualité des abris qu'on doit fournir pendant la phase d'urgence, même pendant la phase d'installation pour les réfugiés de longue durée, et les contraintes financières qui souvent aussi nous obligent à ne pas être capables de fournir les abris adéquats pour une meilleure protection des populations et surtout le respect de leur dignité. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler un peu plus vite pour qu'on arrive à votre seconde, voilà, pour que, parce qu'on avait donné 25 minutes, mais on va au-delà maintenant. Ok. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de donner la parole à ma collègue, je voudrais, parce qu'on a discuté beaucoup plus de l'approche de solution. J'ai évoqué tout à l'heure l'engagement des États, y compris la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'espace CEDEAO, depuis 2016, sur l'approche globale sur la problématique des réfugiés et des personnes déplacées internes. Beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest ont pris des engagements pendant ces forums-là pour pouvoir mettre en place un cadre global de réponse aux problèmes des réfugiés et des déplacés internes. La déclaration de New York, mais aussi le pacte global, l'accord global sur la gestion des réfugiés a fait l'objet d'une adoption globale par les pays de l'Afrique de l'Ouest. Comme je le disais déjà, d'ici la fin de l'année, il va y avoir une grande réunion à Genève où tous les États, y compris les États de l'espace CEDEAO, vont prendre part pour discuter de ce qui doit être fait maintenant de façon très concrète, très pratique, pour que non seulement on arrive à résoudre les causes profondes des crises qui affectent l'Afrique et particulièrement l'espace CEDEAO, les solutions à apporter pour que les différentes difficultés rencontrées par les populations affectées, sur tous les angles, que ce soit sur le plan social, économique, sécuritaire, puissent avoir une solution permettant évidemment de stabiliser la zone et surtout de favoriser le développement économique et le bien-être social. Le pacte mondial que les États ont signé, y compris les États CEDEAO, ont fixé 4 objectifs prioritaires. Le premier objectif, c'est comment s'assurer que les pays qui reçoivent des réfugiés puissent évidemment amoindrir la charge que constitue la présence de ces réfugiés sur leurs ressources. Le deuxième axe, c'est comment renforcer les moyens d'existence pour que
et la population réfugiée déplacée, mais aussi la population haute qui ne s'est pas encore déplacée, puissent avoir les moyens pour pouvoir essayer de développer les activités économiques qui les aident déjà à continuer à s'offrir cette entraide que les populations d'accueil ont commencé à fournir aux réfugiés et aux déplacés de leur arrivée. L'autre axe, qui est le troisième, est la recherche d'une voie complémentaire à travers la réinstallation dans un pays tiers, pour ceux des pays qui l'acceptent, qui sont souvent les pays occidentaux, les États-Unis, le Canada, la Finlande, etc., qui reçoivent les réfugiés, ou d'autres moyens complémentaires. Et c'est à cela que je voudrais également saluer l'initiative du Togo d'avoir offert, par exemple, déjà à la population réfugiée qui vit sur le territoire togolais, la possibilité d'accueillir la nationalité pour ceux qui le veulent, afin de pouvoir non seulement mettre fin à leur statut de réfugié, mais surtout de devenir citoyens du Togo et de contribuer au développement du Togo. Et une grande question que nous allons nous poser, vous avez vu les statistiques, la plupart des réfugiés qui sont ici sont des réfugiés de l'espace CEDEAO. Et la CEDEAO a des très bons mécanismes et la CEDEAO est en avance sur beaucoup d'autres sous-régions en Afrique. C'est qu'il existe déjà un cadre pour la liberté de circulation des ressortissants des États membres de la CEDEAO, mais aussi il y a le droit de résidence qui est prévu dans l'aide au protocole de la CEDEAO. La question aujourd'hui est, est-ce qu'au niveau de la CEDEAO, on pourrait penser, pour les réfugiés qui sont ressortissants de l'espace CEDEAO, ivoiriens, ghanéens et autres, de pouvoir bénéficier de ces mécanismes et essayer de résoudre leurs problèmes humanitaires. Et le dernier axe, c'est le renforcement de la sécurité et la dignité dans ces pays. Et je pense que c'est un axe qui va permettre évidemment de résoudre le problème que nous avons décrit pour le Nigeria, le Mali et d'autres pays qui sont actuellement affectés. Au niveau des ressources, nous avons demandé des ressources pour, par exemple, répondre aux besoins au niveau de l'Afrique de l'Ouest. S'il vous plaît, permettez à votre collègue de vous compléter. Il y a beaucoup de questions qui vont venir après. Sûrement, vous pouvez utiliser la partie restante pour répondre à certaines questions. Si on va poser des problèmes sur les questions sur les ressources, où vous les prenez, comment vous les prenez et tout ça. Si vous donnez ça maintenant, les 25 minutes passent et on ne pourra pas gérer. D'accord, Monsieur le Président. Donc, voilà. Je donne la parole à ma collègue sur la question de santé. Merci, Monsieur le député. Je vais faire l'effort de présenter rapidement, je l'espère en moins de 5 minutes, ceux qui restent à présenter. Et je serai disponible pour les questions. Alors, en matière d'assistance médicale, en matière de santé dans la région, le HCR intervient sur la base d'une stratégie régionale, bien entendu, qui s'inspire d'une stratégie globale. La vision du HCR et de ses partenaires, bien entendu, c'est que les réfugiés en Afrique de l'Ouest aient un accès géographique et financier continu aux services de santé et sociaux dans des conditions similaires à celles des nationaux. Je vais aller directement à nos priorités stratégiques. Nous pourrons partager cette stratégie par la suite. Pardon. Nos priorités stratégiques ont été définies pour garantir l'efficience, c'est-à-dire le rapport coût-efficacité et la durabilité de l'assistance médicale aux réfugiés. C'est important de parler de cette durabilité parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'était une assistance médicale pendant des années et on n'arrivait pas à sortir de là. Donc, désormais, c'est efficience et durabilité. Nous avons donc 4 priorités stratégiques. La première, c'est l'intégration systématique de l'assistance santé et nutrition, bien sûr, lorsque c'est faisable, dans les systèmes nationaux. La deuxième priorité, c'est la mise en place d'un schéma consensuel d'assistance aux réfugiés sur 5 ans en général. Nous pourrons en parler. Et dans le cadre de cette mise en place, nous finançons, le HCR finance
l'assistance médicale au cours de la première année. Et à partir de la deuxième année, les réfugiés sont encouragés à prendre le relais du financement de leurs frais de santé avec une contribution progressive. Donc nous avons des schémas dans chaque pays sur comment on commence, comment est-ce qu'on le fait et quand est-ce qu'on finit. Donc les réfugiés sont impliqués graduellement dans la prise en charge médicale. Ensuite, nous avons comme autre priorité stratégique, c'est la collaboration et la synergie au sein du HCR et en dehors du HCR pour assurer l'efficacité et la durabilité des processus. La quatrième priorité stratégique, c'est l'établissement systématique des liens entre la réponse humanitaire et le développement. C'est très important parce que on va jusqu'à penser que ces situations humanitaires pourraient être transformées en opportunités de développement. Nous pourrons en discuter dans le cadre des jeux questions et réponses. Il faudrait également savoir que la majorité des réfugiés dans la région sont des réfugiés de longue durée. Alors, quelles sont nos interventions au sens large? Nous avons réparti les pays dans la région en 4 grandes catégories. Première catégorie, les pays qui ont une assurance santé qui couvre l'ensemble des pays. Parce que pour le HCR et pour beaucoup d'autres agences, et même pour les pays, l'équité, c'est le mot clé, c'est-à-dire que les plus vulnérables aient accès aux services. Donc ces pays qui ont une assurance santé, c'est le Bénin, c'est le Ghana, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et dans ce cadre, le HCR aide les réfugiés à se faire enrôler dans cette assurance santé avec un schéma de financement, de désengagement progressif, financement total au cours de la première année et après on se désengage. Un bel exemple c'est au Nigeria avec la crise des réfugiés camerounais où depuis décembre 2018 jusqu'à ce jour, le HCR a financé avec ses partenaires l'affiliation de près de 20 000 réfugiés à l'assurance maladie au Nigeria. La deuxième catégorie de pays, c'est les pays qui mettent en œuvre des mutuelles communautaires de santé avec couverture partielle de ces mutuelles dans les pays. Vous avez le Burkina Faso, vous avez la Guinée et le Togo. C'est le même principe de financement. Et bien sûr, on se désengage. Par exemple, au Togo, le HCR s'est désengagé de l'assistance médicale aux réfugiés en donnant le relais aux autorités sanitaires nationales. La troisième catégorie des pays, c'est les pays qui ne disposent pas encore de système de couverture de risque maladie. C'est la Gambie, c'est la Guinée-Bissau, c'est la Sierra Leone, c'est le Niger et le Libéria. Le HCR a également initié un principe d'intégration à travers le renforcement du système de santé, construction de structures de santé, réhabilitation, don de médicaments, etc. Et puis paiement des frais médicaux des réfugiés avec un désengagement progressif. Et la dernière catégorie, ce sont les pays qui ont développé ce qu'on appelle des plans de réponse aux besoins des réfugiés, des plans multi-partenaires et multi-annuels, MYMP, Multi-Year and Multi-Partnership Plans. C'est le Ghana, c'est le Mali, c'est le Niger et c'est le Sénégal. J'espère qu'il y en a d'autres. Avec ces plans, ce sont les États qui prennent le leadership de la mise en œuvre des réponses avec tous les partenaires. Et dans ce cadre également, le HCR y apporte sa contribution. Donc voilà les 4 grandes catégories et voilà ce que nous faisons. Je vais juste parler d'une leçon apprise, c'est que lorsque le leadership et la coordination des autorités nationales est effectif, ce genre de prise en charge avec des engagements est effectivement efficace. Alors, le dernier volet dont je veux parler, ce sont les défis. Par rapport à cela, ça a l'air beau. Nous avons des résultats concrets qu'on peut partager avec vous, mais il y a des défis. Premier défi, c'est les capacités des systèmes de santé. Comme vous le savez, dans les zones les plus reculées où sont souvent localisés les réfugiés, dans nos pays, ce n'est pas là-bas que les systèmes de santé sont les plus efficaces. Donc, c'est un problème de développement. Nous avons besoin de votre plaidoyer pour que ces zones puissent être renforcées. Il y a également ce qu'on appelle le mind shifting, le changement de mentalité au niveau des staffs dans le pays et au niveau du HCR et des partenaires. Parce que tout le monde pense que quand les réfugiés arrivent, c'est l'affaire du HCR, il faut financer, il faut payer, il faut motiver pour qu'on les prenne en charge. Il y a la mobilisation des ressources financières et le renforcement des capacités des structures étatiques pour la mise en œuvre de l'autonomisation économique. Parce que l'appui, l'assistance sanitaire s'arrête à un moment, c'est pour ça que ça s'appelle assistance.
Le relais est pris par la capacité des personnes déplacées de force à pouvoir financer eux-mêmes. Et ça, c'est une faiblesse que nous pensons que nous pouvons adresser. Enfin, il y a le renforcement des capacités des pays en matière de mise en place de filets sociaux. Le système avec l'assurance maladie fonctionne très bien au Ghana, c'est un très bel exemple, et au Sénégal, au Mali, etc. Mais la plupart des pays où il y a ces besoins n'ont pas de système de protection sociale, financement du risque maladie. Donc si ces aspects pouvaient être développés dans les pays, ce serait salutaire non seulement pour les réfugiés et pour leurs hôtes. Je vous remercie. Merci bien, madame. Merci, monsieur. Vous allez laisser la place. Honorables parlementaires, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Pélagie Manzandekou, juriste à la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge basée à Abidjan, chargée de la mise en œuvre du droit international humanitaire. Alors, c'est un honneur pour moi de prendre la parole. C'est bon? De prendre la parole pour présenter brièvement la contribution que le Comité international de la Croix-Rouge apporte en matière de prise en charge des soins de santé, d'hébergement et d'alimentation des réfugiés et des personnes déplacées. Pour commencer, et à titre de rappel, je voudrais juste indiquer que le mandat du Comité international de la Croix-Rouge est d'intervenir dans les situations de conflits armés ou d'autres situations de violence pour protéger la vie et la dignité des personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux hostilités et leur apporter l'assistance dont elles ont besoin. Dans cette intervention, je vais me concentrer sur l'action du CICR en faveur des déplacés internes. Ceci dit, quelle est l'approche du CICR quant à la prise en charge du déplacement interne? Il s'agit d'abord avant tout d'une approche holistique, dans la mesure où elle tient compte non seulement des personnes déplacées elles-mêmes, mais également des communautés qui les accueillent et qui partagent avec elles leurs maigres ressources et des services déjà fortement mis à contribution. Le but est de permettre à ces communautés de continuer à se suffire à elles-mêmes tout en venant en aide aux déplacés et d'éviter ainsi le risque de tension et d'une concurrence pour les ressources et les services entre les communautés d'accueil et les déplacés, susceptibles d'accroître la vulnérabilité de ces derniers et réduire les options en termes de solutions durables. Il s'agit ensuite d'une réponse pluridisciplinaire et privilégiée en faveur des déplacés installés à l'extérieur des camps. La réponse aux besoins spécifiques dans chaque phase de leur déplacement demande de combiner une aide d'urgence et les efforts de relèvement adaptés aux besoins. Alors, en quoi consiste en quelques points l'assistance du CICR en termes de soins de santé, d'hébergement et d'alimentation aux différentes phases du déplacement? Il s'agit, premièrement, de la distribution en situation d'urgence de secours sous forme de vivres, d'eau, d'articles ménagers de première nécessité et d'abris. Deuxièmement, il s'agit pour le CICR de mettre en œuvre des programmes de premiers secours et de chirurgie pour les personnes blessées pendant le déplacement, là où les systèmes de santé n'arrivent pas à répondre à l'importance des besoins en soins de santé et hygiène pour faciliter la vie des déplacés internes dans leur nouvel environnement. Troisièmement, le CICR s'emploie également à des rétablissements et réunifications familiales lorsque les familles ont été séparées pendant la fuite. Quatrièmement, le CICR apporte un soutien aux moyens de subsistance par des initiatives microéconomiques et des programmes de soutien à l'élevage et à l'agriculture
à travers des dons en semences et outils agricoles, bien entendu lorsqu'il y a des terres disponibles, afin d'aider les déplacés internes à retrouver leur indépendance et à reconstruire leur vie. Cinquièmement, on procède également au financement de centres de santé, à la maintenance des réseaux d'approvisionnement en eau, au maintien d'autres services publics essentiels dans les communautés d'accueil. Cette assistance ne vise pas l'aide à un individu, mais à la communauté entière. Honorables parlementaires, pour terminer, il faut noter qu'une prise en charge efficace des personnes déplacées internes suppose, premièrement, la nécessité de garantir un accès humanitaire effectif des organisations humanitaires aux personnes déplacées internes en vue de répondre à leurs besoins dans des circonstances où l'État ou les autorités au pouvoir desquelles elles se trouvent ne disposent pas des ressources humaines et financières nécessaires pour ce faire. Pour garder ou élargir cet accès, le respect des principes d'impartialité, de neutralité et d'indépendance est crucial. Deuxièmement, la participation effective des déplacés et des communautés qui les accueillent à la prise de décision relative aux lois, politiques et programmes qui les concernent à chaque étape du déplacement. Cet engagement actif s'inscrit dans le plein respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux des déplacés et contribue à renforcer leur capacité d'action et autonomie et à encourager leur résilience. Troisièmement, la mise en place de programmes visant à promouvoir l'autonomie des déplacés et à faciliter leur accès à des moyens de subsistance durables. Il s'agit par cela d'éviter une dépendance des déplacés vis-à-vis de l'aide humanitaire et de les aider à normaliser leur situation et ainsi progresser vers une solution durable. Je me permets d'ajouter un aspect important sur lequel le CICR travaille, mais qui n'est pas lié à l'assistance. Il s'agit de l'adoption de mesures qui ont pour but d'assurer le respect du droit international humanitaire et d'accroître les efforts visant à protéger les civils et à limiter les pertes et les dommages auxquels ils sont exposés. Un meilleur respect du droit international humanitaire peut entraîner moins de destruction de services de santé, par exemple, et limiter ainsi le soutien qu'apportent certaines organisations dans ce domaine-là. Dans la pratique, les violations du droit international humanitaire continuent d'être une cause majeure des déplacements internes liés à un conflit sur le continent africain. Honorables parlementaires, mesdames et messieurs, voici brièvement livrée la substance de mon intervention qui porte sur la contribution que le CICR apporte en matière de prise en charge des besoins des personnes déplacées en matière de soins de santé, d'hébergement et d'alimentation. Je vous remercie. Merci. C'était assez clair, précis, riche. C'est vrai que vous n'avez pas soutenu ça par des diapos, mais on n'en avait pas besoin, évidemment. Assemblée, les salutations de M. Salifou Seni, directeur exécutif de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, qui s'est rendu récemment dans son pays pour avoir perdu sa maman. Donc il remercie donc, les honorables députés de l'Assemblée pour la place accordée à l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation et vous remercie donc pour l'avoir invité à présenter l'agence et les différentes activités, et plus particulièrement dans le domaine de soutien aux réfugiés ou globalement à la sécurité alimentaire. Alors, nous avons un PowerPoint. Malheureusement, on dirait qu'au niveau logistique, ça marchait tout à l'heure, après ça ne marche plus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'en occupe.
Voilà. Donc, notre présentation va être articulée autour des points suivants. Bon, d'abord, pour me présenter, moi, c'est Dr Ablassé Bilgo. Je suis le chef de la division technique opérationnelle des programmes de l'ARA. Et je présente donc cet exposé au nom de monsieur le directeur exécutif et l'ensemble du personnel de l'agence. Alors, nous allons rapidement juste faire une introduction en vous présentant l'agence et avec un petit focus sur ce que nous faisons dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Bien entendu, au niveau de la commission de la CEDEAO, vous avez une direction des affaires humanitaires donc, qui a vraiment comme mission d'aller vraiment droit vers les questions de réfugiés, vers les questions de catastrophes. Et c'est leur mission. Nous, au niveau de l'agence, qui a été créée donc, par règlement en 2011 et lancée en 2013, au niveau du Togo, notre mandat, c'est d'assurer l'exécution technique des programmes et plans d'investissement régionaux qui concourent à la mise en œuvre de la politique agricole de la CEDEAO. Avec les réformes institutionnelles, le mandat de l'agence n'a pas changé, mais il est élargi à la mise en œuvre des projets et programmes qui concernent les questions de l'environnement, des ressources en eau, plus donc le volet ECOWAP politique agricole. Alors, nous avons eu un premier plan quinquennal 2015-2017 qui est achevé, et nous avons élaboré un second plan quinquennal 2018-2020. Alors, concernant la coordination des projets et programmes que nous gérons, il convient juste de vous dire que nous avons mis en place un outil qui permet vraiment d'assurer le suivi et l'opérationnalisation de tous ces projets pour rendre compte à la commission de la CEDEAO et aux différents partenaires techniques et financiers. Alors nous avons donc au niveau des projets et programmes mis en place un comité d'orientation même de l'agence qui permet chaque année de réunir la commission de la CEDEAO et les différents partenaires pour réfléchir sur comment l'agence exécute, met en œuvre son mandat et ses missions. Et au besoin donc formuler des recommandations et des réorientations. Et nous avons des comités de pilotage annuels de l'ensemble des projets et programmes que nous gérons. Et nous avons des comités techniques de suivi donc des recommandations issues des comités de pilotage. Et nous organisons donc des réunions trimestrielles de suivi de l'ensemble des indicateurs prévus dans les projets. Il convient donc de dire que au niveau de l'agence, la plupart de nos financements sont externes, donc assurés par une diversité de bailleurs de fonds. Et pour cela, donc, nous allons juste dérouler, juste pour vous présenter, certains programmes qui sont mis en œuvre pour les 15 États membres de la CEDEAO, avec donc des financements particulièrement externes. La Commission de la CEDEAO contribue d'une manière ou d'une autre à quelques pourcentages, mais ce n'est pas le plus gros morceau. Alors, nous disons que nous avons, avec l'appui de l'Agence française de développement, mis en œuvre un projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle et pour l'ensemble des 15 États. Et ce projet s'est achevé le 30 juin 2018 et il a permis, par exemple, de financer 24 projets de terrain dans les États membres de la CEDEAO sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Autrement dit, ce projet a contribué d'une manière ou d'une autre auprès des organisations de producteurs, des ONG, du secteur privé et des services publics à appuyer la région pour pouvoir mettre en œuvre des pratiques innovantes de sécurité alimentaire. Je prends un exemple, la fortification alimentaire par exemple. Je prends un exemple, les assurances agricoles, ou je prends un exemple, la diffusion des pratiques d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Et nous avons aussi, avec l'accompagnement de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, l'AICID, un projet qui nous permet de financer les actions de filets sociaux de sécurité alimentaire dans les 15 États membres de la CEDEAO. Filets sociaux de sécurité signifie que si vous avez par exemple une population qui fait face à la faim, on peut par exemple financer des actions permettant à cette personne, à ce ménage par exemple, de faire du petit élevage ou de lui donner des coupons alimentaires ou de lui donner par exemple divers appuis lui permettant de développer son agriculture, son élevage, etc.
Et on appuie aussi des cantines scolaires dans certains États membres de la CEDEAO avec ce projet d'un coût de 5 millions d'euros financé par l'Espagne. Nous avons aussi un projet qui nous permet par exemple de lutter contre les mouches des fruits. Vous savez que la région d'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de producteurs qui ont des vergers de mangue d'une certaine surface importante et qui produisent des mangues qu'il faut exporter particulièrement vers l'espace européen ou même être consommé dans le cas du Nigeria. Donc nous avons, avec l'appui de l'Union européenne, de l'Agence française de développement, de la Commission de la CEDEAO et les États membres, donc nous avons ce projet qui permet par exemple de mettre en place un système de surveillance et de contrôle des mouches de fruits, ce qui a permis par exemple d'améliorer l'exportation des mangues, surtout vers l'Union européenne. Ce projet, c'est un coût de 23,5 millions d'euros. Et nous avons aussi un projet dont nous allons parler largement beaucoup plus loin, qui contribue à la mise en œuvre de la réserve régionale de sécurité alimentaire. Un projet de stockage de sécurité alimentaire dont vous avez vu passer ces derniers temps les résultats concrets. Je ne vais pas commencer par le commenter, on viendra sur les actions concrètes de terrain, financées par l'Union européenne à hauteur de 56 millions d'euros, ce qui nous permet de mettre en place des stocks de sécurité alimentaire dans certains États membres. Et nous avons aussi un projet qui permet de renforcer les capacités de différents États membres de la CEDEAO pour la mise en œuvre de la politique agricole, les PENIASAN par exemple. Et ça, c'est un projet financé par la coopération allemande. Donc, voilà, la coopération allemande qui est finie. Et nous, actuellement, nous sommes en train de voir comment poursuivre les différents résultats acquis. Et nous avons aussi un projet financé donc par la Suisse, qui nous finance 2 projets. Un projet de renforcement des capacités de tout ce qui concerne les producteurs, les organisations de producteurs au niveau régional, et un projet qui permet de financer le développement du commerce bétail-viande dans la région. Pour le bétail-viande dans la région, c'est 2,9 milliards, et le projet qui permet de renforcer les capacités des producteurs, c'est 957 millions. Donc, avec le financement de la coopération suisse. Et nous avons un projet financé par l'Agence française de développement sur la transition agroécologique, c'est-à-dire comment l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest peut s'adapter aux effets des changements climatiques. Quand on dit agriculture, ça sous-entend l'agriculture, la sylviculture, le pastoralisme et tout ce qui est développement de la pêche et de l'aquaculture. Et vous avez aussi un autre projet financé par l'Union européenne avec le secrétariat ACP sur l'impact des changements climatiques en Afrique de l'Ouest, ce qui nous permet de financer des actions concrètes de terrain, portées par des producteurs, par le privé, par les services publics et par tout autre acteur qui peut nous proposer des innovations. Ce projet, c'est un coût de 12,1 millions d'euros. Alors, juste un overview d'actions concrètes de terrain. Parce qu'aujourd'hui, la mission de la CEDEAO, c'est vraiment aller vers le peuple, vers les populations, et avoir des actions tangibles, avoir des impacts directs sur la lutte contre la pauvreté, avoir des impacts directs sur l'élévation du pouvoir d'achat et des actions directes pour permettre de lutter contre la faim et améliorer vraiment globalement le niveau de vie des populations des 15 États membres. Alors, quand je parlais donc des mouches de fruits, vous avez ici un exemple. Avec ce projet dans les États membres, nous avons mis en place un système automatisé de surveillance des mouches de fruits. C'est-à-dire qu'à l'instant où je vous parle, en cliquant sur mon ordinateur, dans la plateforme, je peux savoir qu'au Nigeria, aujourd'hui, il y a eu tel nombre de manguiers qui ont été piqués. Vous voyez, ça nous permet, par exemple, de mieux développer notre approche de lutte contre les mouches de fruits dans la région. Et avec ce projet, donc, nous avons pu traiter, par exemple, 7500 hectares de vergers. Et nous avons pu développer l'exportation des mangues vers l'espace Union européenne. Ici, vous avez, je ne sais pas si c'est visible de loin, sur la durée du projet, l'augmentation de plus de 40% de l'exportation des mangues vers l'espace Union européenne. Et juste pour ceux qui ne le savent pas, quand vous exportez des mangues et que sur les cargaisons, une seule mangue est piquée, tout le reste est brûlé par l'Union européenne, ce qui entraîne des pertes énormes pour l'espace CEDEAO. Donc avec ce projet, on a pu améliorer l'exploitation, donc réduire le taux d'infestation. Et cette baisse est allée donc de 111 à 48%, donc environ 43%
donc de la baisse des infestations de piqûres des mouches de mangue. Et vous voyez ici, donc pour votre information, la trajectoire de 2014 à 2018 montrant l'impact du projet. Alors, juste encore pour des actions concrètes de terrain, avec les différents projets que nous avons sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, juste ici un exemple, nous avons 24 projets de terrain d'un coût de 120 000 à 300 000 dollars qui sont mis en œuvre dans les États membres de la CEDEAO. Et ces projets ont permis vraiment d'avoir des impacts directs sur les revenus des producteurs, sur des ménages qui étaient très vulnérables, qui ont bénéficié des différents appuis de sécurité alimentaire et nutritionnelle, et sur le relèvement de l'économie de certains ménages. Mais, Monsieur le Président, il va falloir vous dire que ce n'est pas ces 200 000 ou 300 000 euros qui constituent le développement. Ce qui est visé à travers ces financements de terrain, c'est capitaliser des bonnes pratiques, tirer des leçons apprises, voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui est innovant dans l'espace CEDEAO pour pouvoir promouvoir la mise à l'échelle. C'est dire que si nous avons une pratique, par exemple, de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui a un impact avéré et significatif au Nigeria, dans une région du Nigeria, nous sommes amenés donc à capitaliser cela pour voir comment ça peut servir à développer l'ensemble du Nigeria et les autres 14 États membres de la CEDEAO. Voilà ce qui est visé à travers ces financements de projets pilotes dans les pays. Alors, nous avons aussi, avec le financement de l'Espagne, nous finançons 19 projets concrets de terrain dans les 15 États membres de la CEDEAO sur les filets sociaux de sécurité. Et ces 19 projets, je vous assure, il y a des projets au Ghana, il y a des projets dans la ville de Tamale, par exemple, au Ghana, des projets en Côte d'Ivoire, à Korogo, des projets au Libéria, avec Joa, des projets en Guinée. Donc, tous les 15 États sont financés avec des projets de filets sociaux de sécurité. Et à travers ce projet, on a remarqué que ce soit au niveau des cantines scolaires, ça a amélioré le taux de fréquentation, enfin, le taux de présence des élèves qui sont passés à 100%. Ça a permis à des ménages auxquels on dotait, par exemple, des kits animaux, par exemple les chèvres au Niger, vous donnez à une population des chèvres qui croissent mettent bas tous les 6 mois. Donc au bout de 24 mois, vous vous retrouvez donc avec le monsieur qui a commencé avec 2 ou 3, il se retrouve avec peut-être 15, voire 20. Donc ça permet de réduire la pauvreté et à ces ménages vraiment de pouvoir assurer en tout cas un revenu monétaire et aussi une lutte d'une manière ou d'une autre, une certaine meilleure insertion sociale. Ou bien de financer des cantines scolaires. Je prends un exemple des cantines qu'on a financées au Togo, au Cap-Vert et au Sénégal. Donc on a tiré vraiment beaucoup de leçons, des leçons apprises qui permettent de contribuer à la mise à l'échelle d'un certain nombre de bonnes pratiques sur la question. Ou bien des ménages, par exemple, qui sont dans l'extrême pauvreté, auxquels on donne des coupons alimentaires, par exemple du riz, de l'huile, des savons et bien d'autres éléments de sécurité alimentaire pour leur permettre de passer la période de soudure. Je vous assure, Président, nous avons fait des enquêtes à Korogo, on a vu que ça a contribué à ce que même les ménages qui ont reçu aient l'équilibre dans le foyer, c'est-à-dire moins de problèmes dans le foyer, moins de ceci, cela, et l'augmentation des forces de travail pour mieux produire dans les champs. C'est juste un exemple. Et voilà ici la répartition de tout ce qui est fait sur les filets sociaux de sécurité dans les 15 États membres de la CEDEAO. Alors, nous avons aussi, avec le financement donc, de l'AFD, le concours de l'AFD, nous finançons la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest à travers 15 projets concrets de terrain pour une enveloppe globale de 4,6 millions d'euros qui sont affectés aux producteurs de façon concrète sur le terrain. Des ONG, des organisations de producteurs au niveau régional, des associations, du service privé, etc. Donc, qui sont organisés pour mieux développer des pratiques permettant d'améliorer la production, lutter contre la pauvreté et améliorer leurs revenus. Alors, juste une dernière diapo avant de passer à un autre sujet. L'Agence régionale pour l'alimentation contribue au renforcement des capacités des 15 États membres sur différentes thématiques. Je prends un exemple, l'ingénierie de projet. Nous avons animé des formations au niveau régional, ensuite attribué des fonds gérés par les pays pour faire des restitutions et des formations nationales afin de renforcer les capacités d'un pool de formateurs
pour pouvoir écrire des projets mobilisateurs de ressources. Nous avons aussi renforcé les capacités des États sur d'autres questions de l'adaptation de l'agriculture au climat, sur les filets sociaux de sécurité, sur la prise en compte des actions innovantes dans les politiques nationales, dans les politiques agricoles nationales. Alors, en domaine de prévention et gestion des crises, ce qui est l'objet de votre session, alors, nous, au niveau de l'agence, on peut mettre l'accent sur la réserve régionale de sécurité alimentaire qui a été créée par acte additionnel en février 2013 à Yamoussoukro et qui a comme objectif de permettre à l'espace CEDEAO de disposer d'aliments prêts pour être attribués à des pays qui sont confrontés à une crise alimentaire sévère, une crise alimentaire aiguë, etc. Donc, pour la réserve, donc, là, il s'agit comme objectif d'améliorer la réponse aux crises alimentaires en renforçant les capacités et la réactivité aux différentes échelles et lignes de défense, promouvoir l'intégration régionale, à savoir la solidarité qu'il y a entre les États, ceux qui traversent des crises, ceux qui ne traversent pas, comment ensemble être unis pour faire face à cette crise alimentaire, pour aider un État qui est confronté. C'est aussi promouvoir des systèmes de stockage au niveau de la région. Alors, pour vous dire que cette réserve régionale qui est en cours de mise en œuvre et qui est déjà opérationnelle sur le terrain, aujourd'hui, il y a 2 points essentiels. Nous avons sur le terrain des stocks alimentaires. Au Nigeria, au Ghana, au Burkina, au Mali, au Niger, nous avons des stocks. Mais ce qui nous manque, c'est une réserve financière. Parce que pour faire face aux crises, non seulement il faut avoir des stocks pour donner au pays, mais il y a des crises où c'est la réserve alimentaire qui doit venir en complément. Quand vous avez une crise, par exemple, pastorale, pour le moment, on n'a pas de stock de fourrage et autres, mais c'est la réserve alimentaire qui peut permettre à la CEDEAO de faire face rapidement à cette crise pastorale. Alors, donc on avait prévu une diapo sur les critères de déclenchement, etc., les contenus de requêtes. Bon, peut-être avec le temps qu'on n'a pas, juste vous dire que pour qu'un État puisse bénéficier de la réserve régionale en temps de crise, il faut qu'elle fasse une demande. Et sa demande doit être faite au plus haut niveau. Actuellement, nous avons reçu des requêtes du Premier ministre et avec engagement de rembourser. Et il y a un comité de gestion qui est créé pour étudier la demande du pays. Le pays aussi doit avoir un plan de réponse pour montrer ce qu'elle a pu mobiliser au niveau national, au niveau international et au niveau des stocks de proximité pour que les différentes lignes de défense en cas d'insécurité alimentaire soient complémentaires et que le pays n'a pas pu, malgré les différentes lignes de défense nationales combinées, elle n'est pas en mesure d'assurer la sécurité alimentaire. Donc, dans ce cas, la CEDEAO intervient au niveau de la réserve régionale. Alors, au niveau de la réserve, qu'est-ce que nous avons pu mobiliser à ce jour? Nous avons aujourd'hui mobilisé, depuis la mise en œuvre du projet d'appui au stockage de sécurité alimentaire de l'Union européenne, nous avons pu mettre en place un stock total de 32 178,5 tonnes de céréales. Et en 2018, les interventions que la CEDEAO a pu faire avec le concours de l'agence devraient permettre de soutenir 2 millions de personnes par mois, soit 89% de la cible annuelle et 54% de l'estimation du scénario pour 2020. Et en termes de pays qui ont fait la requête, qui ont soumis une requête à la CEDEAO, nous avons une requête du Niger et nous avons eu donc à donner au Niger une quantité de 6 528 tonnes de céréales. Le Burkina Faso, on a pu lui donner 4303 tonnes de céréales et le Nigeria 5000 tonnes de céréales. Ça, c'est les interventions en 2018, parce que vous savez que, pour votre information, il y a une analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui se fait et qui est présentée dans un réseau qu'on appelle le réseau de prévention et de gestion des crises alimentaires, le RPCA, qui est l'outil fédérateur au niveau de l'espace CEDEAO pour décider et pour dire qu'une région est en crise ou un pays est en crise alimentaire. Et sur la base donc, des résultats donc, du RPCA, le pays fait la requête, la CEDEAO analyse et décide d'intervenir. Donc voici les interventions. Mais déjà en 2017, la CEDEAO, donc, avec
les problèmes de réfugiés, de déplacés suite donc, à la crise sécuritaire, a pu aider le Nigeria avec 1130 tonnes de céréales qui avaient été données en 2017. Donc voici de 2017 à 2018 ce que la CEDEAO a pu apporter comme soutien pour des cas d'insécurité alimentaire ou des cas de déplacés, en tout cas quand le pays a fait une requête. Et il faut aussi noter que nous avons des stocks au Ghana et ces stocks devaient subir une rotation technique classique. Parce que quand les céréales sont stockées, ce n'est pas pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est pour 2 ans maximum. Et il faut renouveler les stocks. Donc dans le cas de la rotation technique, on a pu appuyer le Ghana avec 2750 tonnes de céréales qui ont été destinées vraiment pour les cantines scolaires, assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des élèves. Alors, c'est juste des photos. Ici, vous avez la remise au Niger, première au Burkina Faso, le commissaire Sékou Sangaré et monsieur le ministre de l'Agriculture qui recevaient les stocks. La remise au Niger, la photo 2, le représentant du Premier ministre du Niger avec le commissaire Sangaré, l'Union européenne à côté, l'Espagne à côté et puis les honorables personnalités. Voilà, donc voilà ce qui se fait, donc c'est les remises vraiment. Mais juste pour rappeler que ces céréales qu'on donne aux États qui sont en crise alimentaire, ils s'engagent à rembourser. Donc il y a un mémorandum qui est signé entre l'État bénéficiaire et la CEDEAO avec l'engagement de rembourser grain pour grain. Et c'est pour permettre la pérennité du stock. Quand vous êtes en crise, vous avez le soutien. Après la crise, au moment favorable où les céréales ne coûtent pas cher, vous reconstituez le stock pour la région. Parce que le stock au Ghana, ce n'est pas pour le Ghana, le stock au Burkina, ce n'est pas pour le Burkina, c'est pour l'ensemble des 15 États de la CEDEAO. Alors, après donc, cette overview sur ce que nous sommes en train de faire actuellement, juste vous donner quelques difficultés, quelques défis au niveau de l'agence. Juste un rappel, vous savez, la création de l'ARA a été accompagnée par la création du Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation, qui devait contribuer à l'opérationnalisation de l'agence. Mais à ce jour, on peut dire que ce fonds n'est pas encore alimenté, il n'est pas encore doté de fonds. Et les activités donc de l'agence sont des financements externes, je dirais des cofinancements. Parce que dans certains cas, la CEDEAO apporte des cofinancements. Par exemple, dans le cas des projets publics sociaux, la CEDEAO apporte 10% de cofinancement au projet terrain. Mais tout cela est largement insuffisant pour permettre à l'agence d'opérationnaliser la politique agricole de la CEDEAO. Donc, pour le fonds, qui doit être géré par la BDC, il y a une convention qui a été signée le 14 février entre la CEDEAO et la BDC pour l'opérationnalisation du fonds. Et au niveau du CAF, un budget de 2 millions d'unités de compte a été accepté pour être transféré en 2019. Mais nous insistons que le fonds devrait être davantage alimenté pour permettre à la CEDEAO de mettre en œuvre la politique agricole. Et actuellement, nous sommes en train de voir comment, avec les partenaires internationaux, nous pourrons mobiliser des fonds. Il y a un appel d'une structure qu'on appelle VELAP, et nous sommes en train de soumettre un processus de sélection d'un projet qui permettra d'ouvrir un 6e guichet au niveau du fonds pour financer beaucoup de ressources, mais qui permettront à des structures privées, des organisations de producteurs et autres, de bénéficier de cela sous forme de prêts à des taux tout à fait bonifiés. Il faut dire que le deuxième défi que nous avons, c'est la pérennisation du financement de la réserve régionale, actuellement qui est financé à 100% par l'Union européenne. Et le projet devait s'achever en mai 2019. Nous avons eu une rallonge jusqu'au 13 décembre 2020. Mais si nous n'avons pas vraiment un financement de ces actions qui ont commencé, ça va être un peu compliqué que la réserve régionale puisse vraiment continuer d'être l'outil tant attendu par les chefs d'État qui ont signé, donc voilà, qui l'ont adopté. Donc voilà, donc il y a ce problème de poursuite du financement de la réserve régionale de sécurité alimentaire sur les fonds propres éventuellement de la CEDEAO. Et vous avez aussi l'opérationnalisation de la composante de réserve financière qui vraiment est une nécessité pour permettre à la CEDEAO de combiner stock physique d'aide à des problèmes alimentaires et stock financier pour permettre par exemple d'aider les pays qui sont en travers d'autres crises ou des crises où le stock n'est pas suffisant. Et
il faut aussi, comme défi, que les États membres qui ont bénéficié puissent respecter leur engagement de remboursement grain pour grain pour permettre à la CEDEAO, à la réserve, d'être vraiment durable. Donc, Monsieur le Président, honorable député, voici ce que l'agence avait préparé donc, pour vous présenter. Nous prêtons donc à vos questions d'éclaircissement. Et bien évidemment, le temps ne permet pas d'aller en détail, mais dans les discussions, nous pourrons compléter ce que vous n'avez pas bien perçu. Nous vous remercions. Voilà, je ne vais pas me le faire dire, vous avez eu les acclamations, parce que nous vous avons bien suivi, et je pense que vous avez tenu dans le... Monsieur le Président, honorables invités, chers collègues des Nations Unies, chers participants, je voudrais prendre la parole au nom du directeur régional du PAM, qui devait être là lui-même compte tenu de l'importance de cette réunion, mais il est empêché parce qu'il est au siège pour présenter notamment les projets qui seront approuvés pour les 5 prochaines années pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas aller trop sur les sujets qui ont été déjà évoqués, surtout les collègues de HR ont donné beaucoup plus d'informations sur les collaborations avec le PAM, le CICR également. Mais je voudrais aller surtout axer sur les chiffres, sur les interventions du PAM dans la sous-région, d'abord de façon globale et maintenant dans la sous-région. Vous avez ici des chiffres concernant les déplacés, le sujet pour lequel nous sommes là en train de discuter maintenant. Il y a aujourd'hui 70 800 000 réfugiés et déplacés à travers le monde. Ça, c'est les chiffres de HR qui est sorti même hier. Et le PAM faisait partie de ça pour confirmer ces chiffres. Aujourd'hui, ces chiffres montrent une augmentation très élevée de 2 300 000 personnes en plus de 2017 à 2018 et de 2 900 000 de plus depuis 2016. Et ça, c'est quand même inquiétant. Il y a aussi, et cette situation est aggravée parce que la crise en République démocratique du Congo, le Myanmar et la Syrie-Palestine ont causé quand même cette augmentation en termes de déplacement des populations. C'est quand même inquiétant parce que le chiffre a doublé depuis 20 ans. Donc ça, c'est quand même sérieux. 25 900 000 personnes, parmi ces personnes qui sont déplacées, sont des réfugiés. Des réfugiés qui ont traversé la frontière de leur pays, qui se trouvent dans d'autres pays. Et la moitié de ces personnes-là sont des enfants. 41 300 000 personnes sont des personnes déplacées internes, dont il y a également 3 500 000 qui sont des demandeurs d'asile. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, 37 000 personnes se déplacent par jour. Chaque jour, il y a 37 000 personnes qui se déplacent. Donc voilà, et cela n'est pas seulement dans le monde entier, mais l'Afrique de l'Ouest, nous le voyons tous les jours. Quelqu'un a parlé tout à l'heure du Mali où il y a eu des tueries, les gens se déplacent tous les jours. Quand on prend les chiffres, les pays où se trouve le plus gros nombre de réfugiés, c'est la Syrie et le Pakistan et l'Ouganda. L'Ouganda se trouve en Afrique et c'est surtout les réfugiés qui viennent de Soudan du Sud, les réfugiés qui viennent de la Somalie, etc. En 2018, le PAM a fourni de l'assistance alimentaire à 14 700 000 personnes dans le monde. Et il y avait aussi, c'est-à-dire que 14 millions de réfugiés, pas seulement des personnes réfugiées, et aussi 13 millions de personnes déplacées internes. Le PAM a assisté, selon ces chiffres, plus de réfugiés depuis son existence. Depuis que le PAM existe, depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de personnes déplacées, réfugiés et déplacés internes que le PAM a assisté en 2018
est plus que tout ce que le PAM a déjà distribué depuis son existence, le plus grand nombre en termes d'une année. Et cela veut dire que sur 10 personnes déplacées, 3 personnes sont... sur 10 personnes que le PAM a assistées, 3 sont des déplacés et des réfugiés. Donc ce qui veut dire que sur les 86 700 000 que le PAM a assisté en 2018, 27 700 000 sont des personnes déplacées et des personnes réfugiées dans le monde. Vous avez là-bas à droite les graphiques qui montrent les chiffres. Et sur ces 86 700 000 personnes, 12% sont de l'Afrique de l'Ouest, donc qui vivent ici, dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et je voudrais aussi préciser que le PAM est présent dans les 15 États membres de la CEDEAO, en faisant divers types d'assistance, que ce soit aux réfugiés, aux déplacés internes, les cantines scolaires, etc. etc. Dans la sous-région, le PAM a assisté sur ces 12% dont on parle. Cela veut dire qu'il y a 10 400 000 personnes qui ont été assistées en Afrique de l'Ouest. Et je voudrais aussi préciser que l'assistance du PAM ne se limite pas seulement à l'assistance des vivres, à la distribution des vivres. Nous avons divers types de vivres qu'on distribue, mais également le PAM augmente de plus en plus la distribution des cash. Les cash parce que cela permet aux bénéficiaires, notamment des réfugiés et les personnes déplacées, d'avoir accès aux produits locaux, à se développer, avoir accès au marché localement. Dès que les conditions sont là, on distribue des cash pour permettre à ces réfugiés-là eux-mêmes d'aller acheter les produits qu'ils préfèrent. Et le nombre de personnes qui sont forcées de chez eux à cause de cette crise commence à devenir plus grave, et cela constitue au moins 1% de la population du monde. Et quand même, c'est important, et que vous, au niveau de la législation des différents pays, que cela puisse être un point clé sur lequel on fait le plaidoyer pour avoir l'assistance à ces personnes qui sont dans les besoins. Donc, le 2 tiers des personnes qui sont affectées par le mouvement forcé viennent de 5 pays seulement dans le monde. Les 5 pays sont la Syrie, l'Afghanistan, le Sud-Soudan, le Myanmar et la Somalie. Dans la sous-région, les 10 millions de personnes que nous avons assistées en Afrique de l'Ouest, la majorité proviennent de la zone sahélienne. Donc les 5 pays du Sahel, à commencer par la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, mais aussi le Tchad, le pays du bassin du lac Tchad, le Nigeria, où le PAM assiste aujourd'hui à peu près 1 million de personnes au nord du Nigeria, et aussi au Cameroun, ainsi de suite. Bon, je voulais préciser que nous avons des détails, des rapports détaillés sur chacun de ces pays. Donc un rapport détaillé annuel sur chacun de ces pays. Si vous le souhaitez, je peux les partager après la présentation. Quels sont les challenges qu'on a, les difficultés qu'on a et les leçons apprises? D'abord, il est ressorti, il est évident que quand l'assistance est fournie aux personnes qui sont déplacées ou aux réfugiés dans les pays qui se trouvent, les pays limitrophes proches de chez eux, ça limite le retour clandestin, ça limite le retour de ces personnes-là d'une manière incontrôlée. Et souvent, nous avons vu dans beaucoup de pays où les réfugiés qui sont dans les pays voisins, qui se retournent de temps en temps, qui créent encore d'autres problèmes. Donc, quand l'assistance est donnée sur place, ça permet à ces personnes-là de rester sur place jusqu'à ce que les rapatriements soient organisés de façon professionnelle par les agences qui sont chargées de cela. Aussi, pour faire cela, il est nécessaire de travailler de façon holistique. Donc, pas seulement une seule agence ou pas un seul État qui peut gérer ce genre de problème, c'est une façon globale qu'il faut gérer cette question de réfugiés et des migrants. 85% des réfugiés aujourd'hui dans le monde résident dans les pays en voie de développement. Ça, c'est quand même une évidence qu'on voit parce que
l'évidence a montré que les pays où il y a plus de crises, c'est des pays aussi qui sont beaucoup plus, le plus grand taux d'insécurité alimentaire. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a aucune sécurité sans sécurité alimentaire. Et aussi pas de conflit. Les réfugiés qui restent dans les pays limitrophes, surtout les pays en voie de développement, qui sont souvent dans les grandes villes, finissent souvent par rester pendant longtemps. Et du fait que ces réfugiés-là, ou les personnes déplacées, n'ont pas suffisamment d'accès au travail, ils restent plus longtemps, ils deviennent beaucoup plus vulnérables et ils deviennent dépendants de l'assistance qu'on leur fournit. C'est pour ça que le collègue de l'OHCR disait tout à l'heure, nous travaillons ensemble avec l'OHCR et avec les autres agences des Nations Unies, y compris le gouvernement, pour faire en sorte que nous donnons beaucoup plus d'assistance à ces personnes pour qu'ils puissent se prendre en charge. Au lieu de donner à manger tous les jours, on les apprend à trouver à manger, à travailler, à s'impliquer dans les activités économiques et sociales. Le problème majeur qu'on a aujourd'hui, c'est le financement. Donc, et cela souvent pousse le PAM aujourd'hui à réduire la ration à ces personnes qu'on assiste. Donc, vous allez voir que les 10 400 000 personnes qu'on a assistées en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, au Burkina Faso, au Nigeria, il n'est pas évident que le PAM puisse mobiliser le montant exact tous les jours, les 365 jours par an. Il y a des moments où, à cause du financement, ces rations sont réduites. Il y a des moments où les jours sont... c'est-à-dire qu'il y a des jours où la distribution est repoussée en fonction du manque de financement. Donc, sans ressources additionnelles, ça c'est le plaidoyer qu'on est en train de lancer auprès des députés, de passer le message, de faire le plaidoyer, de pousser pour que ce financement-là puisse venir pour qu'on puisse assister. Tout à l'heure, un député a parlé de mettre en place un fonds pour aider ces personnes. Je pense que c'est une bonne idée à appuyer et si les députés peuvent faire le plaidoyer à ce niveau-là, comme nous le faisons déjà auprès des bailleurs de fonds, mais aussi, pas seulement les bailleurs de fonds internationaux, mais aussi des États qui peuvent aussi contribuer à ce programme-là. Et sachant bien que, comme la majorité de ces réfugiés vivent dans les pays en voie de développement, cela met également une pression énorme sur les ressources locales, nationales. Nous avons vu dans les pays où même les réfugiés, le nombre de réfugiés sont plus nombreux que les populations qui les accueillent. Donc l'assistance ne doit pas être limitée seulement aux personnes déplacées ou aux personnes réfugiées, mais aussi tenir compte des populations qui les accueillent, qui sont également dans les difficultés des ressources. Voilà de façon rapide ce que j'avais à présenter et je suis à votre disposition pour les questions. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment rapide. Vous avez utilisé que, sur vos 25 minutes, vous avez utilisé que 15. Voilà, merci. Merci pour votre professionnalisme. Bien.